Bonsoir, messieurs. Vos pièces d'artillerie sont-elles bien en place? Ces gens-là, ils sont tout juste bons à allumer les réverbères. Les feux d'artifice servent à montrer la grandeur du roi. Les artificiers italiens étaient les meilleurs. Et la fusée s'envolera vers le ciel. Au nom de la ville de Paris, je vous intime l'ordre d'interrompre immédiatement le lancement. Cette fusée, croyez-moi, est parfaite. Messieurs, en route vers la Lune. 2, 1, 0. Liftoff. Au cœur du vignoble du Languedoc, dans un coin tranquille du sud de la France, la petite ville de Carcassonne et sa forteresse médiévale dominent la campagne avoisinante. Dans le passé, ces puissantes fortifications ont tenu tête aux chevaliers des croisades et aux hordes de barbares. Les quelques 50 000 habitants de la cité ne perdent pas leur calme facilement, surtout en été, lorsque les horloges tournent au ralenti et que la chaleur plonge les ruelles dans une douce torpeur. Mais aujourd'hui, les murailles n'offriront aucune protection contre le siège qui se prépare. Au contraire, elles en sont même l'attraction principale. Une fois par an, la sérénité de la ville est perturbée pendant 24 heures. Des milliers de spectateurs envahissent Carcassonne pour assister au plus grand feu d'artifice de l'année. Faisons un voyage dans le temps. Il y a 1400 ans en Chine. À en croire la légende, l'histoire du feu d'artifice commence ici, sous une pluie diluvienne. Les précipitations durent depuis des mois. Les épidémies s'abattent sur la population. Mais le moine Li Tian garde espoir. Il est persuadé de pouvoir chasser les démons qui ont ensorcelé les forces de la nature. À l'aide d'une arme secrète, il veut terroriser les mauvais esprits, pour qu'ils décampent de leur plein gré en emportant la pluie avec eux. L'arme en question est un tube de bambou, rempli de salpêtre, de charbon de bois et de soufre. Li Tian fabrique ainsi la première bombe de l'histoire. La légende ne précise pas si les démons se sont laissés impressionner. Nous savons en revanche que Li Tian était bien en avance sur son temps. Une explosion peut être une arme efficace contre les épidémies, car elle stérilise l'atmosphère. Le moine est aujourd'hui encore une figure mythique. La science n'a jamais formellement établi si la poudre était réellement une invention chinoise. Mais ici, tous les enfants connaissent la légende de Li Tian, celui qui inventa le feu d'artifice pour faire revenir le soleil. De fait, les Chinois utilisent la poudre explosive pour mettre en fuite leurs ennemis. Et en règle générale, leurs adversaires ne sont pas des mauvais esprits, mais plutôt des guerriers en chair et en os. En l'an 1232, l'armée mongole est aux portes de la ville de Kaifeng. Pour repousser l'envahisseur, les Chinois ont recours pour la première fois à une arme qui va semer la terreur dans les rangs adverses. Ils mettent à feu des tubes de bambou bourrés de poudre noire et font tomber une pluie de projectiles explosifs sur leurs agresseurs. Comme par magie, les fusées s'élancent vers l'ennemi. Elles ne causent sans doute pas de réels dégâts parmi les troupes mongoles, mais leur impact psychologique est considérable. Les assiégeants sont terrorisés.
Dans un premier temps, l'invasion est repoussée. Luoyang, dans l'est de la Chine, compte plus d'1 million d'habitants. Une ville de taille plutôt moyenne par rapport aux mégapoles du pays. Mao Tse-tung, premier président de la République populaire de Chine, est un enfant du pays. Mais ce n'est pas son héritage politique qui marque la région. La ville de Luoyang perpétue une toute autre tradition, la fabrication de feux d'artifice. Nulle part au monde, cette industrie n'est aussi importante qu'ici. Plus de 900 usines assurent une production constante de fusées, pétards, bombes et cierges magiques. 2 tiers de la production mondiale proviennent de cette région. C'est le plus important moteur économique de la province. Mais derrière les clôtures et les portails sécurisés, le temps semble s'être arrêté. L'esprit des anciennes légendes souffle toujours dans les ateliers. Dans la Chine moderne, la fabrication des feux d'artifice reste un travail essentiellement manuel, comme au temps du moine Li Tian. Autrefois, la production de feux d'artifice constituait un complément de revenus pour les agriculteurs les plus pauvres de la région. Ils fabriquaient les explosifs chez eux et les vendaient. Cette pratique est aujourd'hui interdite. Les usines de feux d'artifice de Luoyang emploient environ 300 000 personnes. Le salaire moyen de ces ouvriers est d'environ 100 € par mois. Certaines usines paient leurs collaborateurs à la pièce. Tout commence avec la fabrication des tubes. Ils contiendront les composants qui détermineront les couleurs et les formes visibles dans le ciel. À ce stade, la fusée n'est pas encore explosive. Pour la propulser dans les airs, il faut y ajouter de la poudre noire. Carcassonne, 4 jours avant le grand spectacle annuel. La forteresse historique servira de décor aux feux d'artifice de tous les superlatifs. Le matériel explosif n'a pas encore été livré. L'équipe commence par installer les rampes de lancement. Voici les mortiers, à partir desquels seront tirées les fusées. Le feu d'artifice aura lieu le 14 juillet. Depuis plus de 100 ans, la ville célèbre ainsi la fête nationale. L'équipe chargée de la création et de la réalisation de ce spectacle s'appuie elle aussi sur une tradition séculaire. Les techniciens qui bardent la forteresse de matériel pyrotechnique ultramoderne travaillent pour une vieille famille d'artificiers qui compte parmi les plus grands pyrotechniciens d'Europe depuis plus de 270 ans. La famille Ruggieri, autrefois venue d'Italie, pour agrémenter de ses feux d'artifice la cour du roi de France. Les Ruggieri sont devenus artificiers du roi pour plusieurs raisons. Dans les années 1740, les feux d'artifice étaient très à la mode et une cour digne de ce nom se devait de donner des spectacles pyrotechniques. Les artificiers italiens étaient considérés comme les meilleurs d'Europe et donc les rois de France les faisaient venir d'Italie. Voilà comment les Ruggieri sont arrivés à Paris. Louis XV règne à la cour de Versailles. Il est l'arrière-petit-fils du roi Soleil. Et quand il s'agit de festoyer, il n'a rien à envier à son prédécesseur. Il aime les femmes, les réceptions somptueuses et les grands spectacles. Quand il entend parler des 5 frères de Bologne et de leur art nouveau de la pyrotechnie, il n'hésite pas un instant. En 1743, Louis XV nomme les Ruggieri artificiers de la cour.
Les Ruggieri fabriquaient des machines spectaculaires et des feux d'artifice qui s'allumaient tout seuls. Des roues de feu déclenchaient d'autres roues. Des feux d'artifice fixes et mobiles s'allumaient en cascade. Les gens étaient stupéfaits. Ils ne comprenaient pas comment cela était possible. Le roi n'est pas encore en âge de diriger lui-même les affaires de l'État. Mais les feux d'artifice majestueux des Ruggieri symbolisent le rayonnement du jeune monarque. Leur carrière à la cour s'achève le jour où un feu d'artifice prévu pour le mariage de Marie-Antoinette échoue. Après la Révolution de 1789, les Ruggieri de la génération suivante révolutionnent à leur tour l'art de la pyrotechnie. Pour le mariage de Napoléon, Claude Ruggieri tire le premier feu d'artifice de couleur verte, du jamais vu en France. Les feux d'artifice des Ruggieri donnent un visage aux événements historiques, comme l'exposition universelle de Paris ou le passage à l'an 2000. Aujourd'hui, l'entreprise n'est plus familiale, mais l'héritage de l'ancienne maison d'artificier est toujours aussi précieux. Pour le spectacle de Carcassonne, Serge Carcy et son équipe passent en revue les moindres détails de la planification. Je vais travailler les émotions. Et donc l'amour avec des effets qui sont soft, qui sont dorés, qui durent et autres. La colère, la peur, l'angoisse avec des effets craquelants, des effets de bombes fantômes qui disparaissent et qui réapparaissent. Ce genre de choses. Donc on a besoin à l'origine d'avoir un petit éclair, si vous voulez. Un petit éclair quelque part qui fait que, voilà, on va définir un thème conducteur et à partir de ça, on va construire son spectacle. Mais on va y penser et ça va mûrir, quoi. C'est comme un fruit. Hein? Au bout d'un moment, il faut que le fruit tombe. Voilà. Et ça, c'est le design de fin du feu d'artifice. Le fruit de son travail est acheminé par camion. Les charges explosives arrivent au dernier moment. Pour réduire le risque d'accident, elles séjournent le moins longtemps possible sur le lieu du spectacle. Les bâtisseurs de Carcassonne avaient fortifié leur cité pour résister à des attaques au canon. Mais ils n'avaient pas prévu que ces canons puissent entrer dans la ville à bord d'un poids lourd. Les artificiers mettront à feu 2 tonnes de matériel pyrotechnique en 25 minutes à peine. Ce sont des bombes réservées à usage professionnel. Donc une bombe, vous avez ce qu'on appelle ici la charge d'éjection. C'est-à-dire qu'on a de la poudre noire ici. Et quand on va loger cette bombe dans le mortier, on va monter en pression. Et cette pression, on va générer des gaz qui vont se détendre dans le mortier et qui vont propulser le projectile à une certaine altitude. À partir de là, il y a un retard de trajectoire qui va brûler pendant 3 secondes. Et quand ce retard a atteint l'apogée, hop, boum, il met le feu à la bombe. Et là, on voit toutes les étoiles qui vont faire la belle bleue, la belle rouge ou la belle verte, quoi. À Liuyang, les employés travaillent à la production de feux d'artifice qui illumineront prochainement le ciel de leur couleur. À ce stade, le plus important est d'empêcher le matériel pyrotechnique d'exploser prématurément. Un calme absolu règne dans l'usine. Il n'y a aucune trace de nervosité. Les ouvriers sont très concentrés. Ils savent que leur vie en dépend. Il n'existe pas de chiffrage officiel des accidents, mais selon une estimation, une centaine de personnes trouveraient la mort chaque année dans les usines ou dans les ateliers clandestins qui restent très nombreux. La région est idéale pour la production de feux d'artifice. Dans ce sol argileux, il est facile de creuser des niches pour constituer des postes de travail individuels. Si une explosion malencontreuse se produit, elle n'entraînera pas l'ensemble des ouvriers de l'atelier dans la mort. Ces sacs d'eau sont prévus pour ce genre de situation. En cas d'explosion, l'eau se déverse et empêche la propagation d'un incendie.
Cette jeune femme, en revanche, n'en réchapperait pas. La bombe sphérique qu'elle est en train de fabriquer correspond à la forme standard des feux d'artifice asiatiques. Ces bombes sont entièrement faites à la main. Ces ouvriers font un travail dangereux et les usines sont situées en dehors de la ville, loin des zones habitées. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. « 13 mai 2000. Dans la ville d'Enschede, aux Pays-Bas, plus d'une centaine de tonnes de matériel pyrotechnique explosent accidentellement. Elles étaient entreposées dans une zone habitée. Le bilan est catastrophique. 23 morts et 947 blessés. La colonne de fumée est alors visible à 70 km de distance. 42 hectares de la ville sont rayés de la carte. 1250 personnes se retrouvent sans abri. Leurs maisons et appartements sont en ruine. Les dégâts s'élèvent à un demi-milliard d'euros. Le pays est sous le choc. La pittoresque petite ville d'Enschede, située à 2 pas de la frontière allemande, ressemble à un territoire en guerre. Le matériel explosif entreposé aux Pays-Bas venait de Chine. À Luoyang, la journée s'est achevée sans accident. Mais à la nuit venue, le ciel s'illumine comme lors de la Saint-Sylvestre. À la fin de chaque journée de travail, les ouvriers des différentes usines se rassemblent sur un vaste terrain en bordure du fleuve. Soir après soir, ils tirent des centaines de fusées d'essai, de feux d'artifice et de bombes sphériques. Ces tests font office de contrôle qualité. Ils permettent de vérifier le bon fonctionnement des fusées et de montrer aux acheteurs potentiels que leurs feux d'artifice ne produisent pas seulement de belles couleurs, mais qu'ils sont également sans danger. En matière de pyrotechnie, la sécurité est en effet la priorité absolue, du moins aujourd'hui. Londres 1749. Pour fêter le traité d'Aix-la-Chapelle, le roi d'Angleterre veut faire tirer le plus grand et le plus cher des feux d'artifice de tous les temps. Pour cela, il fait venir les meilleurs pyrotechniciens d'Europe. Le roi engage aussi un compositeur célèbre, Georg Friedrich Händel, qui écrit pour l'occasion sa « Musique pour les feux d'artifice royaux ». Depuis plusieurs jours, Händel travaille avec Gaetano Ruggieri et les artificiers anglais pour mettre au point le spectacle. Bonsoir, messieurs. Vos pièces d'artillerie sont-elles bien en place? Et qu'en est-il de ce crachin? Les fusées vous obéiront-elles? Je vous préviens. Si vous me gâchez le spectacle, vous aurez des comptes à me rendre. Je ne suis pas le seul responsable, signore. Je vous le dis, ces gens-là, ils sont tout juste bons à allumer les réverbères. S'il ose encore dire un seul mot, je l'étrangle de mes propres mains. Messieurs, soyez raisonnables, je vous en prie. Le roi va arriver d'un instant à l'autre. Ce sera le plus grand spectacle de tous les temps. Vous entrerez tous dans l'histoire. C'est entendu? Messieurs, je compte sur vous. La composition de l'œuvre a donné lieu à d'âpres discussions. Händel voulait des instruments à cordes. Georges II de Grande-Bretagne préférait un orchestre de cuivre qui lui paraissait plus militaire. Peu avant le spectacle, la tension est à son comble. Entre-temps, le roi est arrivé et tout le monde est prêt à donner le meilleur de soi-même. Händel a renoncé à ses instruments à cordes. À Green Park, la représentation peut commencer. La musique et les premières fusées mises à feu surpassent toutes les attentes.
Mais très vite, Gaetano Ruggieri comprend qu'un terrible désastre se prépare. La faute en est à la bruine qui humidifie l'air ambiant. Certaines fusées partent trop tôt, d'autres pas du tout. La coordination entre le feu d'artifice et la musique est totalement désynchronisée. Ruggieri en est certain. Ses collègues anglais ont manqué à leur devoir. Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez là? Vous voulez me ridiculiser, c'est cela? Imbécile d'anglais! Regardez ça! Où sont les fusées? Et les soleils qui ne tournent pas? Regardez! Et je ne vois pas les ballons non plus! Dis donc, toi, t'es aveugle ou quoi? Ce crachin, ça a détrempé tous les cordons. Ton feu d'artifice, tu peux l'oublier. Je vous avais pourtant mis en garde, je vous avais dit de protéger les mèches contre ce temps de cochon. Mais le feu d'artifice raté sera bientôt une préoccupation mineure. Devant les artificiers impuissants, une charge explosive retombe sur le toit du pavillon et embrase les décors du théâtre. L'incendie se propage rapidement et provoque un mouvement de panique. La musique, composée par Handel pour célébrer la paix, s'accompagne désormais d'un chaos effarant. Ruggieri comprend que son feu d'artifice est définitivement perdu. Pour 3 personnes, les secours arriveront trop tard. Elles meurent brûlées vives. Le lendemain matin, l'incendie est maîtrisé. Mais entre les artificiers, le torchon brûle toujours. Et maintenant, hein? Quelle misère! Mais qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Qui est responsable du désastre? Les artificiers anglais et italiens sont à 2 doigts de régler la question à coups d'épée. Mais la police intervient à temps. Ruggieri et ses collègues se retrouvent derrière les barreaux, où ils resteront jusqu'à ce qu'ils se soient excusés. Les excuses seront présentées le jour même. En revanche, la catastrophe marquera durablement la pyrotechnie en Angleterre. À la suite de cette catastrophe, on ne verra plus de grands feux d'artifice en Grande-Bretagne, au moins au cours du XVIIIe siècle. Alors que les Français et les Russes donnaient des feux d'artifice somptueux, les Anglais s'en méfiaient, considérant que c'était trop dangereux et que cela pouvait mal tourner. Les feux d'artifice étaient beaucoup plus modestes en Angleterre qu'ailleurs en Europe. De nos jours, la pyrotechnie bénéficie de technologies modernes qui n'existaient pas il y a 265 ans. Les fusées sont commandées électriquement et la mise à feu ne se fait plus à la main. Des bandes de papier et d'aluminium servent de signal. Si elles ne sont pas déchirées après la mise à feu, les artificiers savent qu'il reste une fusée non explosée dans le mortier. Des sacs plastiques protègent le matériel contre le seul élément capable de déjouer la plus soigneuse des planifications, la météo. Quand le projectile il va monter en altitude et qu'il va éclater, l'effet artistique va se déporter en fonction du vent. Alors s'il se déporte vers le public, c'est dangereux parce qu'il y a toutes les particules incandescentes qui risquent de brûler le public. Et de l'autre côté, on risque de mettre aussi peut-être le feu dans la cité. Le poste de commandement de l'artificier en chef est installé en bas des murailles. Tout est centralisé ici. Le feu d'artifice sera lancé depuis cette cabine. La plupart des collaborateurs sont des artificiers expérimentés. Mais même pour les plus anciens, ce spectacle a une saveur particulière. J'ai eu la chance, vous voyez, de faire un feu en Argentine. Là, c'était, je sais pas, moi, peut-être 10, 15 ou 20 fois comme ici, là, sur un hippodrome. C'est nul. C'est envoyer du produit, vous voyez, tout ce mélange et ça rien. Mais ici... Et moi, je vois les vidéos quand M. Angoya me les passe. Et je vois le feu sur les vidéos, mais c'est un truc...
ça fait quelque chose, quoi. Et puis d'être des premiers de la société à avoir fait ça, vous voyez, c'est encore plus, quoi. C'est phénoménal. Salvador Dali a souvent peint le feu. Et il a fait lui aussi appel à la famille Ruggieri. En 1975, le peintre surréaliste prépare un spectacle de grande ampleur en Avignon. L'aide d'un artificier lui est indispensable. Les girafes en feu sont l'un des thèmes marquants de son œuvre. Dali souhaite à présent les libérer de la toile et leur ouvrir les portes de la vraie vie. Et pour cela, il veut des flammes réelles. Avec les artificiers, il développe un spectacle à mi-chemin entre performance et jeu de lumière, à la fin duquel les girafes brûlent joyeusement. Le feu d'artifice devient la composante d'une œuvre d'art éphémère, une idée inédite pour l'époque. Au Moyen-Âge, l'artificier n'est encore qu'un artilleur, quelqu'un qui sait manipuler les explosifs. Les anciens ouvrages d'artillerie commencent avec 12 questions destinées aux apprentis. Ceux-ci doivent par exemple savoir quelle poudre est adaptée à quel usage et quelle est la quantité d'explosifs nécessaire pour venir à bout d'un mur de pierre. Seuls les apprentis qui répondent correctement aux 12 questions peuvent utiliser les recettes du livre. C'est le premier ouvrage spécialisé pour experts en explosifs. Et il contient aussi quelques leçons de savoir-vivre. L'artificier se montrera digne et aimable, en parole comme en acte. Il sera modéré en toutes circonstances et se préservera à toute heure de l'ébriété. Les artilleurs sont des professionnels recherchés. De nombreux maîtres s'engagent à former des apprentis pour perpétuer les techniques de dosage du charbon de bois, du soufre et du salpêtre. Ils consignent également leur savoir par écrit. Un grand nombre de livres d'artillerie voient le jour. Le maître enseigne aux apprentis les conditions dans lesquelles une poudre s'enflamme. Les disciples apprennent aussi à déterminer la puissance de la détonation qu'ils vont provoquer. C'est un art dangereux, dont ils doivent impérativement maîtriser toutes les étapes. La moindre erreur peut être fatale et mettre en danger tout le groupe. Les apprentis étudient et travaillent avec ferveur. Mais pour le maître, chaque explosion imprévue est un revers. Car en situation réelle, il doit avoir une confiance absolue en chacun des membres de son équipe. Les artificiers protègent les villes contre les agresseurs. En cas de siège, leur mission consiste à déployer et à servir l'arsenal de défense et, si possible, à repousser l'ennemi. Les feux d'artifice ont longtemps fait partie de l'arsenal militaire. Au XIVe siècle, pour la première fois, on a utilisé des fusées dans le siège d'un château en Italie. Plus tard, des engins pyrotechniques de plusieurs sortes, des bombes et des grenades, ont été utilisés dans les guerres au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Mais quelques artilleurs se livrent aussi à des expériences et créent des fusées pour le simple plaisir des yeux. En marge de leur rôle militaire, ils se font un nom grâce à leurs feux d'artifice. Les artilleurs deviennent des artificiers. À Carcassonne, il ne reste plus que quelques heures avant le début du spectacle de l'année. La forteresse est prête à être submergée par un océan de lumière. L'équipe de 35 artificiers a eu 4 jours pour tout préparer. Mais à mesure que le lancement approche, la nervosité se fait sentir. Jusqu'au bout, Claude de Vernoy, l'artificier en chef, reste concentré. Sa responsabilité est grande. La forteresse est un haut lieu historique majeur. La moindre erreur
pourrait avoir des conséquences dramatiques. Ceux qui ne sont pas arrivés assez tôt pour réserver une bonne place risquent de manquer les meilleurs moments du spectacle. Beaucoup de gens sont ici depuis l'après-midi et pique-niquent au pied du château avant d'attendre la tombée de la nuit. Quelques semaines plus tôt, dans les laboratoires de la société Lacroix-Ruggieri, le feu d'artifice de Carcassonne déploiera un large spectre de couleurs. Et pour cela, les chimistes testent une grande variété de composants. La poudre noire, elle est là pour allumage. Ensuite, donc, tout ce qui fait couleur, pour faire du bleu, on va utiliser des sels à base de cuivre. Du rouge, on va utiliser du strontium. Pour faire du vert, ça va être des produits avec ou du chlore ou du barium. Les chimistes analysent le degré de pureté des couleurs qu'ils utiliseront. Ils ont besoin de molécules colorantes totalement pures. Si un élément extérieur venait altérer la poudre des explosifs, les couleurs seraient faussées et leur éclat serait moins intense. Les couleurs qui pâlissent au contact du solvant contiennent des impuretés. Leur brillance dans le ciel est moindre. Ce test permet aux chimistes de vérifier l'intensité de leurs couleurs et, le cas échéant, de les rehausser avec un additif. La trajectoire des fusées ne doit, elle non plus, rien au hasard. Sur un terrain d'essai, les techniciens s'apprêtent à tester une partie du feu d'artifice qui sera tiré le 14 juillet au-dessus de Carcassonne. Les expériences de ce genre sont quotidiennes et chaque nouvel effet fait l'objet d'une batterie de tests. Aujourd'hui, les techniciens essaient une bombe censée produire des lignes d'étincelles après son explosion. Un ralenti extrême de 2000 images par seconde permet de visualiser ce qui vient de se passer. Tourbillon. C'est le nom que les pyrotechniciens donnent à ces projectiles en flammes qui retombent en tournoyant vers le sol. L'œil humain est facile à tromper et les techniciens misent en partie là-dessus. Du fait de la violence de l'explosion, le tourbillonnement n'apparaît pas à l'œil nu. Les projectiles donnent donc l'impression de décrire une courbe régulière, semblable à un trait. La nouvelle bombe est prête à être utilisée, mais elle n'égalera pas l'invention la plus spectaculaire de la maison Ruggieri. Celle-ci a tenu en haleine les habitants de Paris en 1830. Claude Ruggieri y est connu pour ses cascades audacieuses et ses feux d'artifice à couper le souffle. Mais sa dernière trouvaille dépasse tout. Une fusée géante révolutionnaire parce qu'elle emporte un être vivant. Personne n'a jamais tenté une telle expérience. Avec Ruggieri, le mouton n'a rien à craindre. Un parachute le ramène en douceur sur la Terre. Et si les moutons peuvent voler dans le ciel, pourquoi pas un être humain ? Alors, pendant toute la durée du vol, tu garderas la tête appuyée contre ce coussin, bien fort. Oui, comme ça. Et tu te tiens ici, compris? Ici. Voilà, très bien. La fusée va s'élever vers le ciel. Et quand elle commencera à redescendre, n'aie pas peur surtout, ne crains rien. Le parachute s'ouvrira tout seul immédiatement. Monsieur Claude Ruggieri? Oui, c'est moi. Oh. Tenez, les papiers autorisant le décollage. Et maintenant, laissez-moi, s'il vous plaît. Donc, lorsque la fusée commencera à redescendre, le parachute s'ouvrira tout seul. Au nom de la ville de Paris, je vous intime l'ordre
d'interrompre immédiatement le lancement d'une fusée habitée. J'ai là une autorisation. Vous ne savez pas lire ou quoi? Alors, cette autorisation vaut pour une personne adulte. Mais comme nous pouvons le remarquer, il s'agit là d'un enfant, non? Oui, mais je n'en savais rien. Il s'est porté volontaire suite à notre appel sans préciser son âge. Mais enfin, quelle différence cela fait-il? Cette autorisation est valable pour un adulte, pas pour un enfant. Point. Commandant, cette fusée, croyez-moi, est parfaite. Et d'ailleurs, un garçon de cet âge-là pèse moins lourd qu'un adulte. C'est un plus. Écoutez, il ne peut rien arriver. Nous ne sommes pas là pour négocier. Soit vous interrompez cette expérience et vous faites sortir ce garçon de cet engin immédiatement, soit nous vous arrêtons. Allez, sors de là. J'ai déjà assez d'ennuis comme ça. Monsieur, bon après-midi. Le premier vol d'une fusée habitée attendra. Claude Ruggieri ne sait pas qu'il est bien trop en avance sur son temps. Notre ami Claude Ruggieri avait inventé les premières fusées à usage militaire, les ancêtres des missiles et des fusées spatiales. Les progrès de la pyrotechnie militaire sont toujours allés de pair avec ceux des feux d'artifice. Bien plus tard, pendant la guerre froide, les soviétiques enverront dans l'espace le satellite Sputnik 2 avec à son bord la chienne Laika. Pour la première fois, un être vivant atteindra l'orbite terrestre. Dans la course à la conquête spatiale, la percée décisive sera l'œuvre des Américains. 139 ans après les premières expériences de Ruggieri, Apollo 11 dépasse ses rêves les plus fous. Une fusée emporte un humain non seulement vers l'orbite, mais également sur la Lune. Aujourd'hui, les fusées sont avant tout des armes. Elles sont utilisées en temps de guerre sous forme de missiles. D'autres sont employées en tant que leurres pour brouiller les radars ennemis, par exemple pour masquer la position des troupes au sol. Les fusées leurres émettent des ondes électromagnétiques, créant de faux écho-radars. Il devient ainsi impossible de distinguer les leurres des vraies cibles. Certains aéronefs utilisent une protection similaire. Un avion est localisable par la chaleur que dégagent ses réacteurs. Il existe des missiles équipés d'un système de guidage infrarouge qui les dirige vers cette source de chaleur. Mais les avions peuvent larguer des leurres thermiques qui produisent plus de chaleur que l'avion lui-même. Dans ce cas de figure, la pyrotechnie sert de camouflage. Attention, on va voir les Sudata là, parce que moi j'ai entendu un sacré bruit là. Dis-moi ce qui s'est passé. C'est bon, là, c'était parti, c'était ok. Parce que moi apparemment, bon, la console a... Non, bon, c'est ok, d'accord. Ok. Attention, top départ. Ok, c'est parti. On est ok. Bon, attention, armement de la console. À Carcassonne, les festivités commencent.
Le pouvoir de fascination d'un feu d'artifice est considérable. C'est l'occasion d'exprimer un message d'autorité et de puissance, mais aussi de s'adresser à un grand nombre de gens à la fois. À une époque où peu de gens savaient lire et écrire, les populations étaient particulièrement réceptives au spectacle. Cette lumière artificielle était parfois la première qu'il leur était donné de voir. Un feu d'artifice pouvait ainsi constituer un excellent moyen d'intimidation, et il était aussi utilisé dans ce but. Au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, les feux d'artifice ont incontestablement une fonction politique. Leur rôle est de rappeler au peuple sa position d'infériorité. Seul le roi est grand, et le commun des mortels lui est subordonné. Des batailles, des guerres ou des actes héroïques sont reconstitués à l'aide de feux d'artifice. Dans les cours royales, ces spectacles ont une fonction historiographique. Les messages des feux d'artifice étaient variés. En général, ils faisaient référence à la cour, au roi ou au prince, pour proclamer leur éclat et leur grandeur. Les spectateurs peu instruits avaient souvent du mal à saisir les allégories et les symboles qu'on leur présentait. Et l'ampleur de ces feux d'artifice suffisait à faire comprendre qu'ils étaient donnés par une personne d'importance. À Carcassonne, l'objectif principal du feu d'artifice est de mettre en valeur la forteresse. De nos jours, les feux d'artifice véhiculent sans doute moins de messages politiques que dans le passé. Mais leur signification sociale reste intacte. Le feu d'artifice de Carcassonne est un hommage à la Révolution française. Depuis plus d'un siècle, il rassemble chaque année des citoyens venus célébrer les valeurs fondamentales de leur nation. L'un des premiers comptes rendus d'un feu d'artifice en Europe décrit une explosion d'étincelles sortant de la figure d'une colombe. Cela symbolise la descente du Saint-Esprit sur l'Église, alors que des anges montent vers le ciel dans un tourbillon de flammes et d'étincelles pour figurer la venue du Christ. Tout cela contribuait à donner plus d'ampleur au message du christianisme et à faciliter son enseignement au peuple. La dimension visuelle dramatisait le message et le rendait plus perceptible. Le feu d'artifice est aujourd'hui concurrencé par un média bien plus efficace encore, dès lors qu'il s'agit de faire passer des messages dramatisés au public. Le cinéma. Le 7e art a régulièrement recours à des séquences pyrotechniques. Pour le spectateur, le feu et les flammes restent des éléments particulièrement marquants. Sur le tournage du téléfilm Dresde, la pyrotechnie constitue un paramètre essentiel. Le film raconte le bombardement de la ville en 1945, un déluge de feu qui a fait plusieurs milliers de morts. Le film montre que les citoyens allemands ont fait eux aussi partie des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Un sujet sensible que les réalisateurs abordent avec le souci du détail. 300 brasiers sont allumés simultanément pour reconstituer la tempête de feu. En l'occurrence, le rôle de la pyrotechnie est ici de suggérer l'enfer des bombardements.
À l'écran, les feux d'artifice peuvent avoir une autre fonction. Dans le documentaire fiction Super Comet After the Impact, une pluie de météorites s'abat sur la Terre. Le réalisateur propose aux spectateurs une vision des conséquences possibles d'un tel cataclysme. Ici, les explosions ne décrivent plus un fait historique, elles créent un univers nouveau. Le tour de force de la production est de montrer au public un déferlement de feu sans faire brûler la moindre tour. La technologie numérique permet en effet de créer des effets visuels extrêmement crédibles. Plus besoin d'explosifs. Le message virtuel est suffisamment percutant. Ce qui est fascinant, c'est que les feux d'artifice ont toujours été combinés avec plusieurs médias, en faisant intervenir d'autres supports à côté de la pyrotechnie. Au début de la période moderne, c'était l'architecture, des décorations aux couleurs vives. Au XVIIIe siècle, on a introduit des lentilles, des miroirs et des lampes à gaz. Au XIXe et au XXe siècle, on utilise l'électricité, avec des lampes à arc très puissantes. Plus récemment, on a fait appel aux effets numériques et aux lasers pour rendre les feux d'artifice encore plus spectaculaires. De nos jours, rares sont les feux d'artifice réalisés sans l'ajout de médias et d'effets supplémentaires. La pyrotechnie s'associe à d'autres éléments, et c'est désormais cette association qui crée le spectacle. Dans de nombreuses représentations, le feu d'artifice a un rôle secondaire et met en valeur une projection multimédia. Ces spectacles s'inscrivent pourtant dans une tradition ancienne. Les feux d'artifice sont apparus à une époque où la lumière n'existait que de jour. Une nuit éclairée marquait une rupture avec la réalité et était considérée comme une véritable attraction. Les projections multimédia d'aujourd'hui ont la même fonction. Elles éclairent le monde que nous connaissons d'une lumière nouvelle. À Carcassonne, c'est l'heure du bouquet final. En 5 minutes à peine, 1 tonne de matériel pyrotechnique est mise à feu, soit 200 effets par seconde, autant que dans les 20 minutes qui ont précédé. Les motifs et les couleurs visibles dans la nuit n'ont qu'une durée de vie très brève. Un moment furtif, irrémédiablement perdu pour les absents. À la fin du spectacle, le ciel de Carcassonne retrouve son calme. Jusqu'à l'an prochain. Mais les maîtres du feu d'artifice restent les Chinois. Du moins dans les légendes. Voici l'histoire presque vraie d'un maître du Moyen-Âge qui rêvait d'un voyage très particulier. Un beau jour, il rassembla ses disciples autour de lui. Il était prêt à s'élancer et avait besoin d'eux pour donner le départ. Excusez, maître. J'ai été retenu. Tout va bien. Messieurs, en route vers la Lune. Yuan Wu a fixé 47 fusées sous son siège. La route vers la Lune est ouverte. Une fois les fumées dissipées, Yuan Wu avait disparu. Personne ne sait où il est allé. Et ses disciples ne l'ont jamais revu.
Dans l'infini du cosmos, là où le temps et l'espace n'ont plus de signification, il est peut-être toujours en route et poursuit aujourd'hui encore son long voyage vers la Lune.